Yves Saint Laurent Beauté présente Désir, un podcast qui fait résonner les voix des femmes qui expriment leur audace, transgressent les codes et assouvissent leurs désirs. Des femmes qui revendiquent une vision assumée de leur féminité. Parce que la beauté Yves Saint Laurent est une déclaration d'indépendance radicale, sans compromis. Écoutez leur voix. Le plaisir, beaucoup de chaleur, beaucoup de... Justin Timberlake. Hyper excitée, j'adore les premiers rendez-vous. Je ne suis pas que ton objet de désir. Dans la nature, à la mer, en ville. Pas à pleine lumière et pas non plus dans le noir total. Tamisé, c'est bien. Le matin, en été, je trouve que c'est le top. Et ma sexualité, je la préfère aujourd'hui parce elle m'appartient plus. Je l'ai mûrie et je l'ai pensée et surtout je l'ai testée. Le dernier état érotique, c'est de nager. À travers cette phrase de Roland Barthes, je vous invite à plonger dans la jouissance aquatique. Se baigner les seins nus, sentir la caresse des vagues sur sa peau, saisir le vif d'une immersion qui revigore. L'eau appelle la sensualité, l'eau casse nos rigidités, libère le corps et nous redonne une fluidité interne propice au plaisir. L'eau qui nous détend et nous énergise à la fois, nous ancre dans l'instant. Encore aujourd'hui, dans de nombreux pays, pour les femmes, nager reste subversif. Je suis Dalila Kershouch, grand reporter à Madame Figaro, et vous écoutez un podcast nommé Désir. Dans chaque épisode, je vous invite à rencontrer des femmes engagées qui ont mis leur corps au cœur de leur émancipation. Chantal Thomas, vous êtes une des trop rares universitaires françaises à vous intéresser au corps. Vous êtes une spécialiste du XVIIIe siècle, de Sade, de Casanova et de Marie-Antoinette. On vous connaît surtout pour votre roman Les Adieux à la Reine, qui a reçu le prix Femina en 2002, qui a été adapté au cinéma par Benoît Jacquot. Bonjour Chantal Thomas. Bonjour. Vous avez publié un merveilleux roman introspectif, très personnel, en forme d'histoire d'eau. Dans Souvenir de la marée basse, paru aux éditions du Seuil, vous nous immergez dans la sensualité libératrice de la natation. Au fil des pages, on suit le sillage de votre mère, Jackie, qui nageait pour échapper à sa condition de femme au foyer. Dans la mer, à contre-courant de son époque, elle expérimentait une forme de sensualité secrète. Ma mère a deux visages, écrivez-vous, son visage de maison, obscur, et son visage de natation, lumineux. Chantal Thomas, à travers sa passion pour l'océan, votre mère vous a-t-elle transmis une forme d'héritage sensuel ? Je n'ai pas tout de suite senti ça, je dois dire. J'ai eu l'impression que, je grandissais à Arcachon, au bord de l'eau, et j'avais le sentiment que la plage m'appartenait et que tout ce que le bord de mer ou l'écume, le sable me suggérait était mon invention. Ça a créé entre ma mère et moi une sorte de rapport à la fois souple et d'amitié un peu lointaine ou distante ou changeante. Elle nageait et moi, de mon côté, je jouais dans les vagues. Petite fille, quel espace de liberté, justement, la plage et la mer ouvraient-elles pour vous ? Je pense qu'une petite fille qui grandit au bord de la mer a toutes les chances. Elle a la chance de vivre au rythme des saisons et de connaître le bord de mer, pas seulement l'été, pas seulement avec des estivants, mais aussi avec le vide, avec le cri des mouettes, avec la proximité des tempêtes. Et donc, elle est mise en face d'un infini, d'un espace assez sauvage. Donc ça, c'est quelque chose qui allume l'imagination, je crois. Et puis, plus habituel, il y a l'été. Et l'été, c'est une phase immense, il faut le répéter parce que c'est une chose merveilleuse. Et là, à ce moment-là, la petite fille qui grandit au bord de la mer a beaucoup moins d'inhibition, je pense, qu'une petite fille qui grandit en ville. Parce que la nudité est son état naturel. Et moi, j'avais une passion pour les maillots de bain. Et c'était les seuls vêtements qui m'intéressaient vraiment, les maillots de bain. Et je continue d'adorer ça. Votre premier bikini, c'était comment ? Le premier bikini que j'ai vraiment adoré, c'était un petit triangle blanc avec des sortes de rubans cousus dessus, qui reprenaient ce triangle. Et ce qui m'a enchantée, je pense que c'est le blanc, et qu'il était réellement minimal. Et comme je vivais complètement au bord de l'eau, j'étais évidemment assez bronzée, et donc quelque chose qui me faisait une certaine émotion trouble, c'était aussi quand j'enlevais ce petit bikini, et le contraste entre la zone blanche des fesses et puis la ligne noire qui commençait du bronzage. Donc c'était une manière d'être habillée en creux,
Et ça me plaisait énormément. Et avec d'autres amis, ça nous plaisait beaucoup. C'est très sensuel. Eh ben oui. Vous vivez aussi vos premiers émois sur la plage. Vous découvrez le souffle des garçons, leurs lèvres sur votre peau salée. Cet érotisme de la plage, qu'est-ce qu'il a de singulier pour vous? Alors, je pense que l'érotisme, d'abord, une ville balnéaire, on va danser et puis la plage est toujours proche. Donc, pour draguer aussi, c'est des lieux où les garçons et les filles se rencontrent, je crois, très facilement. Et ensuite, passer de la danse aux caresses, traîner la nuit, je pense que ça se fait beaucoup plus facilement en bord de mer, sur la plage, dans la chaleur de l'été, dans le vent, que dans une boîte de nuit, dans une ville. Après, surtout quand on est très jeune, après il faut chercher un endroit. Là, c'est comme si la nature nous protège. Dans l'eau comme dans l'amour, il y a une forme d'abandon aussi. Vous avez aussi cette très jolie phrase, lorsque nous entrons dans l'eau, nous ne nous possédons plus. On fait confiance à quelque chose qui vous déborde. Donc, je pense que moi, j'ai eu le sentiment d'être éduquée plus par le bord de mer que par ma mère. Ah, beaucoup plus. Parce qu'il y a une leçon de certains paysages. Et entre autres, le bord de mer, en tout cas, la mer, m'a donné une confiance en moi, une confiance physique que d'autres personnes n'ont pas, et aussi un certain rapport de confiance en l'autre. Contrairement à beaucoup d'histoires, hélas, tristes, ou alors à des cauchemars, où j'ai pas une vision tragique ni angoissée de l'eau. Pas du tout. Parce que je pense que ça ne peut ne m'apporter que du bien. Et cette chose qui angoisse tellement les gens qui n'aiment pas l'eau, c'est-à-dire ne pas voir le fond, parce qu'à ce moment-là, du fond peut surgir toutes les horreurs possibles, les monstres, oui, les monstres, les requins, tout ce qui va vous dévorer et vous vouloir du mal. Tous les prédateurs. Tous les prédateurs innommables et innombrables qui nous entourent. Pour moi, j'ai jamais pensé ça. C'est-à-dire ne pas voir le fond, mais indifférent. Je me suis baignée dans des eaux où alors vraiment on voyait pas du tout le fond. Je pense, quand j'étais en Argentine, je me suis baignée dans les eaux du fleuve Tigre, qui est... oui, c'est ces eaux comme l'Amazone. Boueuses. Oui, c'est ça, beige cuivre, donc très coloré, mais opaque. Donc là, il faut faire confiance. Ah oui, ça ne vous inquiétait pas du tout. Non. Mais c'est pareil avec les personnes, finalement. Il y a une forme d'opacité chez les gens. On fait confiance. Et dans l'amour comme dans l'eau, il y a aussi la peur de se noyer. Ça, vous ne l'avez jamais éprouvé? Non, pas vraiment, non. Non, la peur de se noyer, pas du tout. Ni dans l'amour, ni dans l'eau. Alors, dans l'amour, ça m'est arrivé, quand on s'en aperçoit et qu'on est amoureuse, ça met toujours un certain temps à s'arracher à cette opacité dangereuse. Il faut un certain temps. Enfin, ou alors, rompre tout de suite. Ça dépend dans quelle disposition on est, quel lien on a tissé. Mais la peur de se noyer, si en amour, j'ai pu l'éprouver, bien sûr. Il y a des êtres qui sont comme un courant mauvais qui vous entraîne où vous ne voulez pas aller. Donc, il faut se détourner. C'est fou, l'eau et l'amour, c'est vraiment une métaphore incroyable. Incroyable, c'est sûr. Même l'insouciance, il y a une insouciance dans la nage, et je pense que cette insouciance en amour, elle est bien aussi. Oui, je pense que ne pas trop s'angoisser, ou même vivre les choses dans l'instant, c'est plutôt bien. Ça donne une forme de liberté aussi. Exactement, mais c'est aussi l'idée du présent, de vivre le plus entièrement et pleinement possible le présent. Et c'est ça que l'été nous offre, je crois, quand on s'offre au soleil ou on marche, ou on est entièrement dans cette sorte de vibration de la chaleur, de la brise, du plaisir immédiat des conversations. Oui, vous avez cette très belle phrase, vous dites « L'été, il y a une urgence à jouir ». Oui, ça j'en parlais quand à un moment la canicule montait énormément et les plages se métamorphosent puisque les gens restent très tard la nuit. Là je parlais des plages de Nice, des petites criques vers les rochers, voyez. Et là, il commence à faire de plus en plus chaud et tout d'un coup c'était la nuit, la plage était presque autant habitée la nuit que le jour. Et
Et c'est comme une fête, vous voyez, ces fêtes à la Fragonard, des fêtes un peu éparpillées comme ça, avec quelques lumières. Oui, vous écrivez aussi que la nageuse est un phénomène neuf et d'exception dans une histoire de l'humanité qui revient pour les femmes à une histoire de leur immobilisation. Oui, on l'oublie, mais jusque assez récemment, d'abord les femmes ne faisaient pas de sport. C'est au XXe siècle que le sport et les femmes se rencontrent. Et si on pense au XVe, XVIe, XVIIe, XVIIIe et même une grande partie du XIXe, une femme de la bonne société, entre guillemets, ne bouge pas. Marcher dans la rue était exclu, c'était simplement les femmes du peuple. Et donc la société, pour les femmes, était divisée entre celles qui étaient comme momifiées et qui incarnaient un certain idéal de beauté et qui étaient des mères avant tout, et puis les femmes qui travaillaient et qui, elles, travaillaient tout le temps. Dans les deux cas, ou bien on est traité comme une sorte d'objet esthétique ou de reproduction, ou bien on est une machine à fournir et à produire. Ça vous interdit l'accès à cet espace merveilleux qui est juste le plaisir de bouger pour bouger. Nager dans l'histoire des femmes, est-ce que c'est pas une forme de rébellion? C'est d'abord, à beaucoup de niveaux, une découverte de soi-même. D'abord parce qu'il y a ce contact, cette immersion entière du corps dans l'eau, qui fait que c'est une caresse qui vraiment s'insinue partout, qui vous dépasse. Donc ça, c'est un bonheur. Mais aussi, c'est un certain apprentissage de sa nudité, et d'une nudité qui n'est pas donnée pour le regard de l'autre, pour le regard de l'amant ou de l'amante. C'est une nudité pour soi. Et je pense aussi qu'il y a une autre dimension très importante dans nager, et j'aime insister là-dessus parce que c'est une valeur essentielle, je pense, spirituellement, c'est le silence. Et nager nous met, j'allais dire, nous plonge dans un certain type de silence où il y a juste le très léger clapotis de nos mains rencontrant l'eau et de nos pieds, et puis les oiseaux ou le bruit d'un bateau. Mais c'est une forme de silence, en tout cas c'est une musicalité. Et c'est une musicalité qui est, alors là, en effet, extrêmement libératrice et qui vraiment vous libère et du quotidien et de ce bruit continuel de nos vies et qui nous transporte magiquement très loin. La liberté aussi est un thème sur lequel vous avez beaucoup travaillé. Comment est-ce que vous êtes passé des plaisirs de la natation aux libertins du XVIIIe siècle que vous avez étudié en tant qu'historienne? Vous dites, dans libertinage contient le mot nage. Non, mais je suis passée de... Oui, je suis passée de la nage au libertinage. J'adore. J'ai commencé de lire les libertins vers 17-18 ans. Et je trouve que mon apprentissage de nageuse, qui d'une certaine façon ne fait que passer et flotte et ne s'attarde pas, me prédisposait à la lecture de textes comme Sade ou Casanova. Mais pas seulement ça, aussi d'avoir grandi à Arcachon, mais aussi j'ai fait mes études à Bordeaux, qui est vraiment la ville du XVIIIe siècle. Juste se promener dans les rues ou dans les allées de Tourny ou le long des quais, on comprend vraiment de quoi est fait la beauté du XVIIIe. Elle est faite d'un esprit de légèreté et d'une sorte d'élégance naturelle et d'un sens de l'ellipse. C'est tout sauf la lourdeur, la pesanteur, l'angoisse qui vous fige. C'est le contraire. C'est la musique qui s'envole, comme Mozart, voyez. Donc oui, là, il y avait une continuité. Quel est pour vous le plus beau texte érotique que vous ayez lu? Ça, c'est vraiment difficile. Le plus beau texte érotique, pour moi, c'est Bataille qui les a écrits. Je pense Histoire de l'œil, par exemple. Oui, c'est Bataille. Pourquoi? Qu'est-ce qui vous a plu dans... Parce que je pense que c'est une sorte de vision extrême et aussi philosophique, une sorte de... Il y a quelque chose d'un comme un mysticisme renversé. Et j'ai trouvé ça très beau. Un mysticisme renversé. Oui, c'est-à-dire que c'est une forme d'adoration, vous voyez, d'adoration du corps, d'adoration de l'excès érotique, mais évidemment dans un acte charnel, pas vers Dieu. Le plaisir et l'érotisme sont au cœur de votre œuvre littéraire. Pourquoi ce choix? Ça, je pense que c'est la chose la plus importante, le plaisir, vous voyez. Et je pense même que le plaisir intellectuel fait partie des données hédonistes, encore une fois, et épicuriennes, auxquelles on devrait vraiment penser.
parce que je suis convaincue que le plaisir le plus sensuel, le plaisir immédiat des caresses, le plaisir de découvrir le corps de quelqu'un est beaucoup plus fort s'il y a une sorte de résonance intellectuelle dans ces actes ou dans ces moments. Donc le plaisir du corps et de l'esprit sont liés pour vous. Ah oui, oui. Cette idée que le corps va de son côté et que l'esprit de l'autre, je trouve ça vraiment triste, quoi. C'est une vision très occidentale Mais oui, du corps et de l'esprit. mais oui, vous avez raison. Je pense qu'il y a beaucoup d'autres visions, beaucoup d'autres poèmes orientaux en particulier, où les deux sont totalement fusionnels, qui est quelque chose qui s'est perdu ici, ou qui se retrouve maintenant peut-être, mais qui n'était pas... Je pense par exemple à un auteur, une écrivaine comme Colette. Tout à l'heure, quand vous m'avez demandé quel était le texte le plus érotique, j'aurais pu dire Colette, mais ce n'est pas des textes directement érotiques. C'est des textes à la sensualité diffuse, et c'est aussi fort. Et Colette, justement, elle est un écrivain qui ne sépare pas la jouissance de l'esprit de la jouissance du corps, et surtout, et c'est pourquoi on le sent, de la jouissance des phrases, parce que l'élément, un écrivain nous parle sensuellement et érotiquement si ces phrases ont cette ampleur et cette matérialité. Colette, il y a un velouté dans ces phrases. C'est vrai que dans votre roman aussi, il y a une sorte de sensualité aquatique qui se dégage et dans laquelle on flotte, on plonge, on s'immerge. Passer de l'écriture des essais à l'écriture de romans, c'est ça, je pense. C'est aller plus loin, se donner plus de loisirs dans ce sens-là, dans le sens d'un travail des mots qui soit aussi une manière d'être en communication directe avec le corps du lecteur et avec ses fantasmes. Vous écrivez avec votre corps? Oui, sans doute. Oui, dans une écoute musicale, ce qui est le corps aussi. Ça vous est arrivé d'écrire allongé sur votre lit? Oui, c'est comme ça que j'écris, évidemment. Oui, c'est ce qu'il me semble aussi. Oui, c'est comme ça que j'écris. Oui, je n'écris pas assise à une table, non. Oui, vous avez besoin de libérer votre corps pour Oui, libérer votre créativité. Oui, j'écris avec, vous voyez, j'aime qu'il y ait des fleurs près de moi, des bouquets, près d'une fenêtre ouverte autant que possible. Et que ce soit un environnement un peu comme dans les tableaux de Matisse, un environnement heureux, coloré, pas du tout du côté punitif. Il y a des écrivains qui aiment écrire d'abord selon des horaires très stricts. Il y a l'idée de s'imposer une règle dure. Je pense que ça peut donner des choses formidables, hein, et que c'est dans leur économie d'écriture. La mienne, elle est exactement à l'opposé. Vous écrivez avec tous vos sens en éveil. Oui, mais surtout celui du langage, il faut bien le dire. C'est quand même de quoi il s'agit à ce moment-là. Vous aimez aussi les bains matinaux qui revigorent. Ça m'a beaucoup plu. Vous dites, vous ressortez de l'eau galvanisée avec la sensation de posséder en vous d'incroyables réserves de puissance. Nager, est-ce que cela vous a aidé à vous affirmer? Une chose que j'écris, c'est que je ne me souviens pas quand j'ai commencé de savoir nager, et cette sorte de date fatidique ou de passage fatidique que les enfants, ou même les grandes personnes, traversent quand ils ont appris à nager en piscine, puisqu'on passe du petit bain au grand bain. Il y a plusieurs amis qui m'ont envoyé des photographies de ça, les petits bains, les grands bains. Parce que quand on grandit ou qu'on apprend même à marcher, j'ai appris à marcher dans l'eau. Donc je rampais, nageais. Vous voyez, toutes ces activités se font d'une manière assez confuse. Et donc, sans doute, oui, j'ai eu l'impression d'affirmer, de m'affirmer, mais pas de m'affirmer contre, de m'affirmer avec les éléments, Ça, c'est une des choses qu'on apprend. C'est pas la peine de nager comme un fou contre les courants, ou il faut mieux nager avec et puis jouer. Je pense que plutôt que m'affirmer, j'ai appris à jouer. J'ai mieux ça. Votre mère a aussi trouvé dans cette passion pour la natation une façon de s'affirmer.
Elle, oui. Elle, oui. Et d'affirmer qui elle était. Face aux hommes, elle a découvert le plaisir supérieur de dire non, Ah oui. écrivez-vous. Mais ça, c'est en 2 temps. Je veux dire, mon livre est divisé en 2 parties. Une première partie qui se passe à Arcachon, qui est le temps de la vie au foyer et conjugale de ma mère. Et après la mort de mon père, qui arrive jeune, puisqu'il a 40 ans, ma mère tourne le dos à Arcachon, à toute cette vie passée, et choisit la Côte d'Azur. Elle est passée du Cap Ferret au Cap Ferrat. Et elle était veuve très jeune aussi. C'est ça, elle a 40 ans. À 40 ans. Et donc, elle commence une nouvelle vie. Et donc, Souvenir d'un Marée basse, c'est aussi c'est un éloge de l'eau, c'est un éloge de la nage, mais c'est aussi une réflexion sur qu'est-ce que c'est que accepter différents visages de sa mère. Et qu'est-ce que c'est qu'une histoire mère-fille qui est prise dans le temps et qui n'est pas dans une relation tendue ou surtout pas de contestation, de ressentiment, mais qui est prise dans un jeu assez libre, un peu flottant, et qui aboutit à cette seconde version d'elle, qui est la version d'une femme aimée comme elle le désirait, c'est-à-dire pas au foyer, mais avec des gestes un peu aller danser, des désirs de jeune fille. Et elle devient la muse d'un peintre suédois très célèbre. Oui, un peintre suédois. Et c'est ce qu'elle désirait. Je pense il y a quelque chose d'Emma Bovary dans le personnage de ma mère. Là, Flaubert a visé juste. C'est une catégorie de femmes quand même très répandue. Ce qu'il est offert quotidiennement, c'est une répétition, jour après jour, des mêmes gestes, avec le même homme. Très vite, ça l'a ennuyée. Et c'est dans la seconde partie de sa vie, alors qu'elle était très triste, bien sûr, de la mort de mon père, mais c'est dans cette seconde partie qu'elle réalise son désir, qui est de sortir, d'être complimentée, d'être chérie. Et elle prend aussi les rênes de sa vie, parce que elle apprend à dire non, elle apprend à affirmer ses désirs, ce qu'elle veut et ce qu'elle ne veut pas. Voilà, elle s'épanouit. Ça m'a fait plaisir. Et c'est là que vous vous êtes retrouvées toutes les deux. Voilà, il y avait une chose d'amitié partagée. Et par exemple, à cette époque-là, on ne drague pas évidemment pas par Internet, mais elle répondait à des petites annonces de journaux. Et donc, je lui rédigeais des petits portraits d'elle, et ça m'enchantait. Et après, les portraits, elle envoyait ça au journal, et puis elle rencontrait des messieurs, et c'est très, très plaisant, très joli. Et surtout, elle danse. Elle aimait beaucoup danser, et ça m'a plu aussi de célébrer le portrait d'une femme qui traverse une époque à qui, au départ, on ne donne pas beaucoup. Parce que les femmes de cette génération, d'abord, faisaient peu d'études. C'était exceptionnel, les milieux où on faisait des études. Et elle était très douée pour les langues, par exemple. Elle a jamais pu le matérialiser. Et donc, j'ai aimé tracer le portrait d'une femme qui, avec les possibilités qu'elle a, réussit à s'épanouir vraiment. Et la nage a joué un rôle essentiel Elle là-dedans. s'est émancipée grâce à son corps. Mais tout de suite, elle était franchement une jeune fille extrêmement sûre d'elle physiquement. Après, l'état de femme mariée a limité ses ébats, et c'est plus tard qu'elle a retrouvé cette vitalité, cette gaieté aussi. Jeune, elle était audacieuse. Ensuite, la vie de femme mariée, elle s'est un peu éteinte. Et ensuite, voilà. Elle a vécu une explosion du désir où là, vraiment, elle s'est découverte. Elle aurait pu crouler après être veuve à 40 ans ou se résigner. Elle était vraiment une personne qui ne se résigne pas. Et ça, c'est quelque chose de très, 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 très beau. Il y a une vitalité. Et en écrivant ce livre, il est sûr que j'avais envie de faire passer quelque chose de sa vitalité, la sienne, celle qu'elle m'a transmise, parce que je l'admets maintenant, elle m'a transmis ça, et une sorte d'élan intempestif et sans retenue et sans culpabilité. Une spontanéité Voilà. Oui. vivante. Exactement. Quelque chose d'extraordinairement juvénile. Cette aspiration à la liberté, à être qui on a envie d'être. Il y a de plus en plus de femmes dans le monde arabe, en Algérie ou en Iran, par exemple, qui revendiquent la liberté de se mettre en maillot de bain sur la plage et de se baigner. En quoi est-ce que leur combat vous touche ?
Ah, mais il me touche vraiment. Cet été, par exemple, il y a eu un mouvement des femmes pour porter le bikini en Algérie. Oui, en Algérie, sur la plage d'Annaba. Absolument. J'ai écouté leurs interviews, j'ai été très sensible aussi à la difficulté pour ces femmes non seulement de s'exposer à moitié nues, mais de sortir la nuit seules, de voyager seules, de vivre hors du regard oppressif des hommes, qu'il s'agisse des maris, des frères, des pères. Donc oui, je suis Des fondamentalistes. Exactement. Donc oui, je suis très sensible à ça, parce que j'ai écrit un livre qui s'appelle « Comment supporter sa liberté », qui est un essai sur qu'est-ce qu'on fait de notre liberté, parce qu'on pense toujours à la liberté comme une lutte contre une forteresse. Mais une fois qu'on l'a, cette liberté, il faut vraiment en profiter. Et donc, en écrivant ce livre, j'avais le sentiment de continuer comment supporter sa liberté. Et donc, oui, je trouve que cette femme, ma mère, qui nage, qui s'autorise le droit de sauter dans le Grand Canal et qui fait fi des interdits, elle me relie aux luttes actuelles des femmes. À toutes ces féministes dans le monde qui se battent pour leur liberté. Pour leur liberté, c'est aussi quelque chose que la nage, et c'est pourquoi les sociétés fondamentalistes interdisent la nage aux femmes, parce que je pense, c'est une manière de penser que notre corps nous appartient, et que peut-être par cette pratique d'abandon, on va découvrir qu'on n'est pas obligé de vivre dans la dépendance d'un homme. Et je pense que c'est en ça, parce que sinon il n'y a aucun sens, je veux dire, que ce soit si interdit, que ça continue de l'être. Je pense que c'est en ça que ça paraît dangereux. Une école dangereuse. Merci Chantal Thomas. Merci Dalida. Plongez dans le magnifique roman de Chantal Thomas, Souvenirs de la marée basse, paru aux éditions du Seuil et qui existe en poche aux éditions Point. Je suis Dalila Kershouch et vous venez d'écouter Désir by Madame Figaro. Suivez-nous et abonnez-vous à l'émission sur toutes les applications de podcast. iTunes, Deezer, SoundCloud, YouTube et Google Podcast. Vous pouvez aussi suivre Madame Figaro sur Facebook, Twitter, @Madame Figaro et sur Instagram, @MadameFigaroFR. Ce podcast Madame Figaro est réalisé avec Louis Média. À bientôt pour un nouvel épisode. Et d'ici là surtout, écoutez vos désirs. Ce podcast nommé Désir vous a été présenté par Yves Saint-Laurent Beauté, qui parle aux femmes. Ces femmes qui revendiquent tous leurs désirs. Celui d'être belle, celui d'être forte, d'être différente, extrême, subversive.